Amasu empa emra maketipa erura. Amasu empa emra maketipa erura. Amasu. IMOTEP, Maître Nefer, soyez soyez de nouveau les bienvenus sur les plateaux du Père Ankh MTouti. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, nous avons mis ensemble des éléments que nous allons vous présenter ce soir. Le premier élément est le Père Ankh MTouti. Dans le cadre du Père Ankh MTouti, notre lecture de Tepou de un vendredi sur deux. Et aujourd'hui, ça coïncide, c'est la soirée de l'époux. Mais aussi, nous avons mis ensemble deux éléments, je dirais même trois. Le deuxième élément est cette nouvelle salle du Père Ankh MTouti. Ceux qui suivent nous savent, nous avons un décor différent dans une location différente. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la salle du Père Ankh MTouti, financé et offert par la société Mbékoudi. Et le troisième élément qui s'intègre aux deux premiers que nous allons en bref présenter ce soir est la situation que nous avons en Afrique du Sud avec toute cette violence qui s'est démesurée dans le monde noir. Avant de commencer, comme il s'agit quand même d'un Réo et Tepou, nous allons commencer en célébrant et en prononçant les phrases de pouvoir. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nuga kut, nuga kut. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nuga kut, nuga kut. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nuga kut, nuga kut. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que j'ai dit, j'ai prononcé tout simplement en parlant dans une des langues de nos ancêtres, les Rani Kemet ou les Medunetcher, en disant je suis la lumière et rien d'autre que la lumière divine. Les Lao Tepou de ce soir s'intègrent avec l'alerte sous les tropiques. L'alerte sous les tropiques est quelque chose que nous avons commencé bien avant l'Académie de la culture noire kémétique. Vous vous souviendrez déjà avec MANA, mouvement anti-nazi africain que nous avons présenté il y a quelques années. Nous avons lancé la toute première alerte aux tropiques signalant sous la base de l'étude du livre du prince Koumane Doumbé II du Cameroun, les intérêts nazis dans le monde kamitique. Ces intérêts qui ont été en quelque sorte oubliés, sortis, estirpés de la mémoire du champ collectif kamite. Mais cependant, ces intérêts n'avaient jamais disparu du point de vue de l'ampleur, de la capacité et de la dynamisme de leur actuation. Il y a quelque temps, nous sommes rentrés encore dans notre deuxième rubrique des alertes sur les tropiques, maintenant avec la question de l'esclavage qui avait fait son retour dans l'histoire contemporaine, bien qu'elle soit toujours existée sous diverses formes. Mais nous parlons ici de quelque chose qui a à faire, qui remémore l'histoire et nous rapporte à ce qu'on appelait les razzias. Les razzias étaient la pratique esclavagiste pratiquée par les Arabes dans le monde noir, dans le monde kamite, excusez-moi. Et les razzias avaient la particularité que les Arabes attaquaient les villages vulnérables, les villages faibles et collectaient des personnes qui étaient vendues. Les marchés des ventes d'êtres humains n'a jamais été arrêté. Mais dis-moi,
elle est allée ce qu'on appelle underground, c'est-à-dire fait dans les secrets. Elle a prospéré. Elle a fait la richesse de beaucoup d'hommes d'affaires. Et maintenant, nous l'avons vu retourner au début de cette année à la lumière du jour. Il est très intéressant de noter que de cet esclavage, n'en font objet que les Kamites. Il est donc inutile de parler dans ces cas-là de quelque chose de non programmé, parce que dans ces pays arabes qui font partie des pays des Kama, un grand territoire des Kama situé au nord du Sahara, de ces pays habitent plusieurs personnes. Okay? Ces pays devenus les pays arabes sont les points de concentration de plusieurs ethnies ou races, si nous pourrons parler en ces termes. Il est ici nécessaire d'indiquer que cet esclavage n'intéresse que les Kamites ou les mélanodermes. Ça n'utilise pas les lécodermes, ça n'utilise pas les centrodermes, ça n'utilise pas, disons, les centrodermes et les lécodermes, ça n'utilise, il n'est fait que exclusivement sur les mélanodermes, sur le peuple kamite. Au début de cette année, dans le père Mtewuti, nous avons lancé une autre alerte, non seulement dans le cadre des alertes sur les tropiques, mais aussi nous avons signalé que les peuples noirs, les peuples kamites devaient se préparer, parce que les événements qui venaient allaient bouleverser. Je me souviens, j'en ai parlé beaucoup avec notre Sénèque Yaya Colombe, Paula. J'en ai parlé avec plusieurs personnes. Là, je salue déjà quelqu'un qui est toujours à l'écoute, Fafan Traoré. On est en train, aujourd'hui, je dis, on a commencé avec la mise en esclavage des Bantous. Et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Je vais, pour arriver où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, faire un petit rappel historique. Et malheureusement, quand nous parlons de l'Afrique dans l'imaginaire noir, ou spécialement dans les types démographiques noirs, un des grands problèmes, c'est que l'histoire étudiée nous trahit. L'histoire étudiée est encore enseignée dans les écoles kamites en Afrique, nous dit qu'il y a l'Afrique. Mais en réalité, on nous présente une réalité géographique détournée, dans le sens que dans l'Afrique, nous avons toute l'Afrique du Maghreb qui est sous occupation. Sous occupation parce que ces territoires étaient des territoires kamites. Aujourd'hui, ils sont sous occupation. C'est dans ces territoires-là que les kamites finissent en esclavage. Et la presse africaine l'ignore. Nous avons vu à peine quelques articles, mais pendant que quand nous avons, comme Notre-Dame a sauté, on a rempli les journaux et tout le monde en parlait. Mais dans cette situation, nous avons eu seulement, moi je vais signaler ici, il y a une journaliste, une grande dame de la nation Congo, à Londres, Maman Marceline Mido, qui, à mon avis, dans le peuple, dans le monde kamite, est la seule journaliste à s'être déplacée et aller sur les places à recueillir les observations. Nous avons pu avoir la chance d'avoir les images en direct des personnes, des témoignages directs pour confirmer cet état d'esclavage, nié par tous. Mais Maman Marceline Mido nous avait donc offert des preuves de ce qui était en train de se passer réellement. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Nous savons très bien que, pour parler de l'hypocrisie du monde occidental, pour attaquer Kadhafi, l'accusation, c'est-à-dire, était que l'on était en train de torturer ou de malmener des prisonniers. On était en train de malmener des prisonniers. Ce qui avait donné à Macron, non, je ne sais pas si c'est Macron, au président français de l'époque, il s'agissait de Sarkozy, le pouvoir de s'avaler de l'appui militaire de l'ONU pour aller assassiner le président libyen, Muammar Kadhafi. On était en train de malmener des prisonniers.
ou de corriger les prisonniers. Mais là, nous avons au début de l'année la pratique de l'esclavage, avec les vidéos qui ont rempli tous les internets possibles, WhatsApp, Instagram, partout. Ni Macron, ni Berlusconi, ni Lagarde, ni je ne sais pas moi qui a dit quoi que ce soit, personne n'a envoyé une armée. Et je suis prêt à garder cela bien à l'esprit. Il y a quelques années, nous avons déjà connu les problèmes avec l'Afrique du Sud. Les Africains ont dit, disons, parce que les Sud d'Afrique sont des Bantous. N'oublions pas, il s'agit de la grande famille Bantou. Mais en retournant sur la réalité géographique méconnue de l'Afrique, nous savons que nous ignorons, c'est que quand nous parlons de l'Afrique kamite, de l'Afrique Bantou, du point de vue territorial, l'Afrique Bantou est aujourd'hui entre les marteaux et l'enclume. L'enclume est représenté par l'Afrique du Sud sous le contrôle colonial, encore aujourd'hui. Les autochtones n'ont aucun droit. Ils n'ont pas le droit d'acheter, ils n'ont pas les droits de ceci, les droits de cela. Les marteaux, c'est le monde arabe. En fait, le monde arabe commence l'esclavagisme. Il inaugure l'esclavagisme avec l'auspice de tous. Et dans la même année, au début, nous avons le retour de l'esclavage en arabe, les maltraitements des Noirs, des Kamites dans les terres, dans les pays musulmans. Et en clôture de l'année 2019, nous avons maintenant les massacres ou les assassinats, des maltraitements des Bantous par des Bantous. C'est pourquoi les titres, les raouts, époux de rencontre ce soir et alerte sur les tropiques, les États-Unis d'Afrique, les Africains les uns contre les autres. Pourquoi les États-Unis d'Afrique? Souvent j'entends dire ces mots à travers diverses télévisions, les États-Unis d'Afrique. Mais il est essentiel de noter quelque chose de très particulier. Ces mots furent connus pour la première fois, suivant les études glorieuses et les recherches glorieuses menées par les princes Koumane Doumbé III, étaient utilisés pour la première fois en Afrique du Sud par les colons. Par les États-Unis d'Afrique, qui n'a rien à voir avec les États-Unis d'Afrique. Nous allons avoir exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. Signalons ici que les États-Unis est un pays d'occupation. C'est un territoire kamite. Aujourd'hui, des documents sont retraçables qui démontrent que la ville de New York appartenait à une famille kamite noire, pour vous faire comprendre. L'histoire qu'on invente sur les Amérindiens. Les Amérindiens sont la descendance du croisement génétique entre les Kamites et les Asiatiques. Regardez les lignements, regardez leurs vêtements, regardez leur modèle culturel. Vous y trouvez les Kamites à 100%. En mettant devant les Indiens, les Amérindiens, ce qu'on a caché derrière, que les Amérindiens ne sont que des Noirs. Cette manipulation jouglaise qui a voulu faire des Noirs l'histoire, la grande histoire de l'esclavage de 400 ans, qui n'a jamais eu lieu. Jamais eu lieu. Et les preuves, je les ai données dans les émissions précédentes. En créant les États-Unis d'Afrique, il s'est créé, en créant les États-Unis d'Amérique, par commencer, il s'est créé une extrapolation des terres. On a arraché aux autochtones la terre parce qu'il y avait une loi, qui avait été établie. Cette loi instituait cette terre comme les États-Unis d'Afrique du point de vue de la législation, de la jurisprudence. Les Indiens avaient perdu les droits à cette terre. Leurs pères devenaient des esclaves, et ainsi de suite. Eh bien, la même idée des États-Unis d'Afrique voulait être répliquée en Afrique déjà à l'époque de la Première Guerre mondiale. Ceci n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que ceci n'a pas eu lieu, au moins, parce que la guerre mondiale avait commencé. La Deuxième Guerre mondiale avait commencé. Deux, parce que Hitler a été désamorcé, il y avait une séparation entre Hitler et les colons présents en Afrique du Sud. Et trois, la présence bolchevique.
avait retardé. Hitler voulait en plein mettre les pieds en Afrique. Et toute la politique coloniale qui a été et puis mise en pratique de 1885 à 1960 ont été écrits par les chanceliers Miller, ont été écrits par la législation de Hitler lui-même. Et donc, qu'est-ce que nous voulons dire? La conquête de l'Afrique a toujours été en chantier. La création des États-Unis d'Afrique comme un État, comme une puissance occidentale, le CODEM a toujours été en chantier, un chantier qui ne s'est jamais fermé. Et nous avons pensé avoir gagné cette problématique. Pendant que nous l'avons gagné seulement dans les passés parce qu'il nous a été donné un enseignement qui a offusqué les problèmes. En tant que Kamit, nous devons réserver une réflexion profonde aux événements de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, nos frères Zoulous sont des Bantous en première ligne. Dénoue une violence qui est la deuxième fois, parce qu'il y a quelques années déjà, on a vu des Congolais se faire brûler, les autres Bantous se faire brûler en Afrique du Sud. Et nous sommes ici à la deuxième fois. Cette fois-ci est grave parce que nous avons l'accompagnement politique dessus. Avant, c'était un test pour voir vraiment si ça pouvait marcher. Maintenant, nous avons dans l'actuation un accompagnement politique où on s'acharne sur les gens. Mais si nous pensons, nous allons profondément, les Noirs, les autochtones de l'Afrique d'ici n'ont pas les droits de propriété. C'est-à-dire, si on confisque les biens appartenant à des Nigériens et à des Congolais, ces biens ne pourront jamais finir entre les mains des autochtones zoulous. Parce que leur loi leur interdit la propriété. Ils n'en ont pas. Et ces biens finissent entre les mains de qui? Entre les mains de l'État. Et l'État, c'est qui? Les colons. Maintenant, vous allez vous poser la question. Ils sont en train de faire ça. Avec quelle intention? Aucune intention. Télécommandé. Nous avons appelé aujourd'hui des projets Montauk, Bluebourne et tout un tas de projets technologiques qui ont été développés pour influencer les mentales des personnes et les porter à commettre des crimes ou des actes dont ils n'en ont aucune intention. Il suffit que la personne soit tuée de l'intérieur, vide de l'intérieur pour être manipulée de ces gens. Et nous avons vu les injustices commises depuis l'apartheid qui n'a que continué et devenu trop grand pour être vu. Mais nos frères et sœurs de l'Afrique du Sud vivent toujours en état d'apartheid. Ce qui génère cette grande haine parce que il s'est créé en Afrique du Sud que les autres Bantous, les Bantous non africains du Sud, non appartenant, non de propriété coloniale de l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique entière est sous tutelage colonial, ont plus de droits que les autochtones. Cela, évidemment, développe un mécontentement intense qui peut déboucher sur la violence si les gestes intérieurs sont mis en place sur place. La même situation, nous les avons aux États-Unis. Les Noirs des États-Unis n'ont pas de droits, ont moins de droits que les Noirs qui viennent étudier aux États-Unis venant de l'Afrique. Ils ont droit à des bourses. Aux États-Unis, il y a encore des familles, encore dans la ville de New York, qui ne sont jamais allées à l'université, des générations après. Ils n'ont droit à rien. Ils vivent dans la misère. Pas de chauffage pour la plupart. Il y a beaucoup de reportages que nous avons vus où dans beaucoup de maisons dans les communautés Kamit, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau dans la maison. Nous sommes en train de parler des États-Unis d'Amérique. Des situations lamentables. Et ce Noirs voient arriver les Noirs venus d'Afrique qui sont leur donnés. Mais que pensez-vous, ces Noirs vont attaquer demain s'il y a un conflit, s'il y a un problème? Eh bien, leurs confrères qui ont tout. Parce que c'est toi qu'on voit avoir tout. C'est lui qui fait cela. On ne le voit pas. La même situation, nous voyons, c'est des Noirs aujourd'hui en Afrique du Sud. Et avec une réaction assez forte du Nigeria et du Congo. Au Congo, on allait taper les Africains du Sud noirs. Je vais voir si quelqu'un s'est attaqué à un Africain du Sud de l'Équateur, mais je ne pense pas. Au Cameroun, disons, au Nigeria, nous avons appris qu'une bombe avait été placée. Ils ont un climat
de haine est en train de s'établir, de se créer. Nous avons eu des problèmes dans le passé, des fois, entre les Congolais et du Congo d'Anfoua et les Aïrois et les Angolais. Nous avons connu un problème entre les Congolais et les Rwandais, peut-être les Burundais aussi. Dans le passé, nous avons eu des problèmes avec les Tchad. Mais ce que nous sommes en train de voir aussi n'a rien à voir avec ce que nous avons connu avant. Si nous pouvons les comparer, cela était des tests. Maintenant, nous sommes dans les vrais discours, dans la vraie chose. Et nous devons faire attention. Parce que nous avons dit, d'alerte sur les tropiques, que la prochaine guerre mondiale pourrait se combattre en Afrique. Ce que nous n'avons pas prévu. Et que la prochaine guerre mondiale pourrait se combattre en Afrique par les Africains, entre eux. De la même manière que la première guerre mondiale s'est combattue en Europe entre les Européens, les Italiens contre les Français, les Belges contre les Allemands. Ils se sont tués 5 millions de jeunes morts dans la première guerre mondiale. Une guerre populaire entre les Européens. Et cette guerre, cette guerre-là avait été alimentée de l'intérieur. Et elle a commencé d'une manière. L'histoire nous rapporte, on nous parle des histoires des princes. Non, c'était des guerres. 5 millions de jeunes en Europe morts. Et nous pouvons avoir les séquelles encore aujourd'hui de ce qui s'est passé. Des conflits d'une certaine manière, entre les Belges et les Allemands, les Français et les Italiens. Pour n'en citer que quelques-uns. Je ne rentre pas dans les mondes slaves. Nous sommes en train aujourd'hui, pour la première fois, de rentrer dans un terrain de conflits et de haine, alimentés ou disons renforcés par des capacités meurtrières de réaction qui peut déboucher réellement à une guerre interafricaine. Et j'ai le sentiment que c'est vers cette équation-là que nous sommes en train d'être propulsés. C'est pourquoi j'appelle à un recul, à une prise de conscience. Nous allons combattre la 13e guerre mondiale pour les Européens sur notre continent si nous ne faisons pas très attention. Quand la haine monte, nous l'avons commencé, nous l'avons vu entre les Aïrois et les Rwandais. Mais si on pouvait diffuser ce mal entre différents États et permettre des alliances, c'est-à-dire permettre la construction des alliances, 2, 3, 4 États contre 4, 5 et 6, eh bien nous tombons tout de suite dans un État. Et les États européens, encore une fois, avec les réserves d'armes qu'ils ont, parce que l'économie des pays occidentaux est en train de s'effondrer. La seule réponse qu'ils ont pour récupérer leur économie, c'est créer une guerre. Et ça, nous le connaissons tous. Mais nous avons hypothésé qu'une guerre puisse se servir en Europe. Mais je ne mets pas mon argent là-dessus. Je ne mets pas mon argent là-dessus. Comme on dit en anglais, do it, but not in my backyard. Fais-le, mais pas derrière ma maison. L'équation la plus simple, je suis en train de faire une estimation personnelle et alimenter les conflits entre les pays africains. Il a commencé au niveau populaire, parce qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud est un État puissant, militairement, et les seuls États africains avec des connexions, des liens consanguins occidentaux qui peuvent demander, qui peuvent avoir un appui d'une certaine qualité. Et puis nous avons tous les États petits colons. Et donc, si le Nigeria devait réagir en tant qu'État, l'Afrique du Sud, et selon les recommandations de l'ex-président Léopold Kagame, qu'on devait bannir l'Afrique du Sud de la communauté africaine, chose qu'il ne fera pas parce que l'Afrique du Sud fait partie de la communauté africaine qui du point de vue territorial. C'est un pays européen. C'est un pays européen. C'est une colonie européenne, une colonie différente. C'est une occupation occidentale. Hein? C'est une occupation occidentale, non une colonie occidentale.
sans pour autant froisser les peuples qui imitent de n'importe quelle couleur de peau, blanc, noir, ainsi de suite. Je suis en train de parler en termes de politique. Je n'ai rien à voir avec le peuple là-dessus. Et donc, du point de vue politique, nous avons ici une occupation occidentale de pouvoir diriger, d'un pouvoir d'occupation coloniale. Si nous avons affaire avec une occupation coloniale qui a des intérêts intrinsèques avec le monde colon, représenté par tous ces grands manias, tous ces grands milliardaires, tous faisant partie de l'église de Satan qui a inauguré de Lucifer ou qui a inauguré dernièrement aux États-Unis. Que pourra offrir cette situation si nous la laissons courir telle qu'elle est? Une généralisation des conflits qui va passer d'entre les peuples au niveau des États et chacun va se préparer pour la guerre. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Nous allons nous entretuer pour les intérêts coloniaux, les mêmes intérêts que nous levons, nous disons nous levons pour nous défendre. Ça est un point très important. Et donc, nous appelons à la haute sensibilisation, spécialement en commençant par l'Afrique du Sud. Assez des Afriques du Sud, je me souviens, je suivais un des leaders politiques de l'Afrique du Sud qui dernièrement disait que l'Afrique devait être unie, que la notion des barrières devait être effacée. J'ai applaudi les mains. Et nous appelons, il y a beaucoup de personnes sensibles, pas toutes les personnes sont contrôlables parmi les peuples zoulous. À commencer à ouvrir les yeux aux gens, à veiller, à organiser des rencontres des communautés. Ce que nous sommes en train de voir, c'est devant nous. Ce n'est pas les Zoulous qui attaquent ce n'est pas les Bantous Zoulous qui attaquent les Bantous nigériens et les Bantous congolais. Ce n'est pas non plus les Bantous congolais ou les Bantous nigériens qui, dans leurs pays respectifs, attaquent les Bantous de l'Afrique du Sud, les Bantous Zoulous, Ntosa. Nous sommes en train de voir la manifestation d'une attaque extérieure qui se manifeste par manipulation des éléments intérieurs afin que vous vous auto-éliminez. Cette intelligence étant puissante et bien installée, la seule chose que nous devons faire est que nous devons nous considérer comme un État en guerre du point de vue racial et commencer à veiller. Quand un pays est en attaque, je me souviens, quand on était petit, quand il y a l'attaque, tout le monde, on constituait des veillées. Hein? Vous vous souvenez, j'étais encore jeune au Zaïre à l'époque, il y avait des veillées, les gens ne dormaient plus la nuit, on circulait la nuit, on voulait, la nuit ne passait pas, on passait la nuit dehors, on voulait répondre, on voulait être prêt. Et c'est cette vigilance qui avec alerte utopique, je m'appelle dans le monde noir aujourd'hui. Les communautés noires, les communautés kamites maintenant doivent réaliser, il y a quelque chose qui est arrivé qui va au-delà de leur conception individuelle, ethnique ainsi que ce soit, religieuse même. Et donc, à chercher à veiller. Mais comment veiller? En constitution des communautés de surveillance. En invoquant des rencontres entre différentes tendances ethniques dans différents pays de Kama et même ici dans la diaspora, c'est-à-dire occidentale à l'étranger. Nous devons nous asseoir entre Congolais, Nigériens et Sud-Africains et parler. Nous devons démontrer à ceux qui pensent que nous voulons nous entretuer les uns les autres, que nous n'en avons aucune envie. Que cela ne nous passe même pas par la tête. Nous devons être en mesure de minimiser, d'accorder aucune valeur, aucune valence à ces violences perpétuées, en nous unissant encore plus fort, parce que comme je l'ai dit bien des fois, on ne combat pas les mal par les mal.
On ne combat pas l'obscurité par l'obscurité, mais bien au contraire, par l'obscurité, on y répond par la lumière, et par les mal, on y répond par les biens. C'est en nous soudant encore de manière puissante que nous serons à mesure de déjouer les plans de ceux qui sont en train de manigancer pour nous détruire. Et nous devons les faire maintenant. Il y a le mois d'octobre qui arrive. Oui, c'est le mois de la fête qu'on appelle Black October, je crois, le mois d'octobre-novembre, je me confonds un peu. Où les dépenser à des fêtes, spécialement en Angleterre, où on célèbre le mois noir Black Month Something. Au lieu de penser aux fêtes, à bien vous habiller, à aller manger, organiser des choses qui n'ont aucun impact dans le devenir du monde noir, sinon que les simples loisirs, nous vous invitons à organiser des veillées, à organiser des rencontres entre différentes communautés intéressées dans ce conflit qui est en train de se manifester et qui, je vous assure, va prendre une ampleur sans précédence. Si nous laissons cette vague s'élever, elle va nous engloutir. Maintenant que la vague est petite, nous sommes appelés à plaindre nos planchers culturels et à chevaucher cette onde. Nous devons chevaucher cette onde de manière à ce que nous puissions calmer sa puissance. Parce que là, elle va avoir une intensité dévastante si nous pensons qu'elle va être passagère. Elle n'est pas passagère. Elle est le résultat de plusieurs opérations qui ont été conduites sur tous les différents plans culturels, sociologiques, physiologiques, psychologiques, psychiques, ainsi de suite. Il y a cette accumulation, c'est un point de départ important. Ceci représente une attaque. Et nous devons répondre en nous serrant les coudes encore plus fort. L'Académie de la culture noire climatique nous invite nous tous à organiser des rencontres culturelles, des rencontres entre les communautés intéressées. Nous avons ici l'Afrique du Sud, le Congo, le Nigeria, le Rwanda. Nous devons réaliser des rencontres et manifester notre volonté. On a vu ça avec la Corée du Nord et la Corée du Sud. Quand il y a eu des tensions, les peuples qui étaient dans la diaspora ont fait des marches de solidarité où les Coréens du Nord et les Coréens du Sud se tenaient la main. Ce n'est pas pour copier l'exemple, mais c'était juste pour dire comment cela peut fonctionner. C'est-à-dire nous devons être en mesure de fonctionner, d'offrir des cadres, des événements où les Zoulous, les Bantous Zoulous, les Bantous Congolais, les Bantous devenus Zoulous, les Bantous devenus Congolais, les Bantous devenus Nigériens, ainsi de suite, nous devons marcher ensemble. Nous avons une attaque qui est en train de nous perforer. Plus nous nous soudons, nous connaître, plus nous allons résister à cette attaque. Mais si nous continuons à faire ce que nous avons toujours fait et qui nous a porté à la situation où nous sommes aujourd'hui, les prochaines étapes vont avoir une couleur dramatique, tellement dramatique, que nombreux sont dans les fonctions psychologiques qui vont s'effondrer devant la violence, devant les exactions qui vont avoir. Le monde kamite aujourd'hui, la jeunesse kamite aujourd'hui, dans la résistance kamite, est un des clés à la résolution de cette situation. Et donc nous sommes appelés à réagir. À réagir en utilisant la tête, en pensant, en observant, en analysant. Ne tombons toujours pas dans l'anatomie qui aujourd'hui caractérise les mondes congolais avec les combattants, d'où encore et encore représentent les mêmes choses
qui ne portent objectivement pas à aucune solution. Mais encore, on représente encore les mêmes choses. Nous devons nous faire dans le monde kamite plus mal. Le monde kamite est un réservoir dans lequel il n'y a pas de distinction culturelle. Du point de vue d'appartenance territoriale. Il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de Tchadiens, il n'y a pas d'Angolais, de Rwandais, il n'y a que les Kamites quand on a réalisé ce que nous sommes réellement. C'est avec ces mots donc, je vais clôturer les Tepou, les Rao et Tepou de ce soir et l'alerte au tropique. Je vous inviterai, prochainement nous aurons plus d'émissions durant la semaine. La semaine prochaine, nous allons avoir plus de débats autour du problème de l'alerte sur les tropiques par rapport au conflit que nous avons. Nous allons recevoir plusieurs personnes dans ces studios que vous voyez. Nous allons les faire en anglais, en français, en lingala. Nous allons parler en plus de langues possibles pour essayer, pour être en mesure de fixer la problématique qui est en train de se passer et réaliser vraiment devant quel danger nous nous trouvons. Je vous remercie. Je ne vois pas si à la niveau de la régie nous avons des commentaires. Et la régie ne me signale pas de commentaires du tout. Et si nous n'avons pas de commentaires, nous allons donc passer à la fin de notre Rao et Tepou de ce soir, qui malheureusement a été fait à un temps un peu plus anticipé. Pour ceux qui sont habitués de l'attendre à 19h, nous en excusons. C'est l'émergence de la situation et qui nous porte à réagir et agir d'une certaine manière. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans les prochains jours en vous demandant de prendre chacun de nous de prendre ses responsabilités. En phase de conclusion, c'est encore vers les Netcher que je me retourne pour dire Amasu empa emra sangsu emenra empa emra awu kuaura manketi pa erura.